everlasting to us. I hit you with my car. What? I know. Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah, I'm gonna do my own thing. On est reparti pour le récapitulatif de cette année 2023, qui en cherchant bien les termes a outrepasser ses limites, et je parle sûrement trop vite en voyant ce que 2024 va déchaîner dans nos salles de cinéma, ou qu'il est bon de se rendre, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. Et en regardant les miennes, on peut voir que j'ai vu 487 films dans l'année, dont 157 qui sont de 2023. Une magnifique liste Letterboxd répertorie ces films jusqu'au numéro 60, parce que franchement... Voilà. Que dire rapidement de 2023 ? Que apparemment le cinéma c'était mieux avant, car aujourd'hui il n'existe plus que les films, et que j'ai dû m'habituer à ce que certains soient appelés du contenu. Une fois arrivé vers la fin d'année, je n'avais pas pris assez le temps d'apprécier certains films car je passais vite au suivant, car à force de m'attarder sur Letterboxd, une appli que j'adore énormément, attention, bah ça devient presque une compétition à celui qui aura découvert le plus de films, et en plus de ça, ça me fait une watchlist à rallonge plus longue que le Burj Khalifa. 2023, ça a été de petits détours vers des exceptions, des ravissements, des engouements, des emballements parfois avortés. Tu as été repoussé, mais pour de bonnes raisons. 2023, c'est aussi et toujours les déceptions, la médiocrité, les catastrophes, l'abominable et le fanservice. Que tenir une bonne résolution du style « moi cette année, je ne regarde que des bons films » est impossible car vous tomberez à de multiples reprises sur un mauvais qui vous ennuiera, alors plutôt que... Plutôt c'est l'ami de Mickey. Ah non, plutôt c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey, c'est dingo. Alors de préférence, jetez-vous sur ces films qui paraissent imparfaits et trouvez en eux une lumière, un mouvement, un moment cinématographique qui vous fera oublier tout le reste qui n'est que superflu à vos yeux. Chercher ou pas à les voir me permet pour ma part à déterminer et à définir précisément ce que j'aime quand je m'y attends le moins. Alors ma meilleure résolution pour cette année serait de voir peut-être moins de films, mais de les apprécier davantage. Et faire plus de vidéos aussi, ça serait bien. Donc allons-y pour cet habituel top 10 qui probablement vous fera dire « Ah tiens, je n'ai pas vu ce film et j'ai très envie de le voir » ou encore « Mais ce gars a vraiment mauvais goût hein ». Tant pis pour vous si vous trouvez que c'est le cas, on n'est pas là pour ça. Avant, on va parler promptement du hors-top. Stéphane de Timothée Hochet et Lucas Pastor, deux génies qui nous ont pondu une comédie horrifique passée trop inaperçue, Past Lives. Avant de le voir, je m'étais fait l'idée d'un film qui allait mélanger Quand Harry rencontre Sally et Everywhere, Everything All at Once, et comment vous dire qu'il n'en est rien et que mon cœur s'est brisé. John Wick, chapitre 4, mieux fourni que le 2 et le 3 car la mise en scène est réfléchie et que globalement tout est maîtrisé. Killers of the Flower Moon. Bah c'est du Scorsese qui adore mettre en image les fresques humaines, les affaires dramatiques et qui nous laisse une profonde réflexion sur l'histoire humaine. Still a Michael J. Fox movie. Ça force tout simplement le respect et l'admiration tant nous ne savons pas ce que c'est. C'est original, c'est humble et amusant. Bottoms de Emma Seligman, probablement la comédie la plus déjantée que j'ai vue cette année où l'absurde devient raisonnable. The Creator de Gareth Edwards, qui nous livre peut-être une aventure classique faite de prévisible, mais où la direction artistique et ses effets visuels sont au service du récit. Le procès Goldman, où toute la plaidoirie devient une dramaturgie fascinante parvenant à m'extraire une grande compassion pour l'accusé. Simple comme Sylvain. Je vous ai déjà dit que j'adorais les histoires d'amour. Et les histoires d'amour sur la philosophie de l'amour. Et les histoires sur l'ironie de l'amour. Infinity Pool de Brandon Cronenberg. Un jour, je me le promets, je consacrerai une vidéo à ce réalisateur et ses films tant je suis perturbé après le visionnage. C'est dément et c'est magnétique. Beau is Afraid de Ari Aster. Là aussi, grande perturbation dans mon équilibre mental où j'étais sans doute trop premier degré pour trouver ça drôle. Le règne animal ou comment réaliser une prouesse dans le cinéma de genre français. Le livre des solutions de Michel Gondry, qui après 8 ans d'absence vient bousculer tous les esprits créatifs sur la genèse et l'essence même de la création. Et pour terminer, Dream Scenario de Christopher Borgli qui nous offre Nicolas Cage dans le rôle de ses rêves avec le meilleur prout de 2023, et c'est une masterclass. En 10e position, Ramona fait son cinéma. Mis à part que ce soit l'un des plus beaux prénoms du monde, Ramona nous parle à tous d'un sentiment universel, celui d'être amoureux. Andrea Bagney filme un tout nouveau point de vue sur les histoires d'amour qui passent.
celle que nous avons et celle que nous pourrions avoir au travers d'une jeune femme un peu perdue qui doute d'elle-même et qui voudrait faire du cinéma. Ça vous semble familier ? À moi aussi. Car avant même de douter d'une future relation, on doute forcément un peu de nous à la base. Et quoi de mieux qu'un film, ou peut-être une musique, pour nous aider à se sentir moins seul à ce sujet, ce qui m'a permis de tout de suite m'identifier pour vivre le film par procuration. Ramona erre seule dans les rues de Madrid, fait quelques courses, parle à des gens, fait sa vie quoi. Veut tenter sa chance comme actrice. Et comme comme la vie et le hasard sont bien faits, elle rencontre Bruno au comptoir d'un café, lui demandant qu'a-t-il pu rajouter dans sa boisson, éveillant à mon tour ma curiosité. Il lui répond que c'est une préparation naturelle et relaxante contre l'anxiété. Voilà les premières paroles échangées entre Ramona, qui rappelons-le veut devenir actrice, et Bruno, qui après une merveilleuse après-midi ensoleillée, fait une tête Bosby, déclarant qu'il est tombé amoureux. La vraie ça va divulgacher, mais il se trouve que Bruno est metteur en scène et que par coïncidence, vraiment c'est dingue, les deux vont se retrouver confrontés l'un à l'autre. Quelle belle simplicité amène la réalisatrice au fond de cette douce solitude en dressant avec élégance et sensibilité le portrait de ces deux individus fondamentalement seuls, le tout dans un noir et blanc qui va piocher ses références d'un Manhattan de Woody Allen en passant par Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda. Comme Andrea Bagnell a très bien dit, et ça se ressent à l'image, Ramona est devenue un personnage grand et classique au contraire de petit et indé. Comme le noir et blanc aurait tendance à vouloir se la raconter dans ce genre de film d'auteur poétique, le film, à l'intérieur du film, lui a permis d'ajouter de la couleur et davantage de signification. La couleur est devenue fiction, le noir et blanc, la réalité. Ça se voit qu'ils se sont amusés à aller au bout de ce que le cinéma et le jeu sont, une fiction de beaucoup de vérité. En 9e position, Chien de la casse. On peut dire que cette année a été son année, la Raphaël Quenard suprématie. Quand je l'ai découvert en juillet, je m'en suis voulu de l'avoir manqué au festival Premier Plan où il reçut le prix du public catégorie long métrage européen. Et ensuite, je m'en suis voulu une seconde fois d'avoir manqué sa sortie en salle. Pour y remédier, je l'ai regardé à 2 reprises en l'espace de 3 jours. Premier visionnage pour la découverte des rôles scrupuleusement composés dans les mots, dans une certaine retenue, une honnêteté quelque peu malsaine, l'observation, la curiosité et surtout dans la prose. Un second visionnage, quelques jours plus tard, pour faire attention au regard, aux respirations, à la recherche qu'ont les personnages de se définir par leur manière de s'exprimer, et à la musique qui englobe cette amitié si particulière. Pour l'avoir vu 2 fois donc, une pour Raphaël, l'autre pour Anthony, je ne saurais dire lequel à ma préférence tant leur relation me semble paradoxale, puérile et frivole, essentielle et primordiale en même temps que d'être nuisible et redoutable. Mais si je me devais de faire un choix, j'irais sans aucun doute vers celui qui ne parle pas, c'est-à-dire vers Dog. Si le personnage de Cassel dont Juste la fin du monde m'a bien enseigné une chose importante, rester dans le silence c'est aussi donner l'exemple. Dog c'est le personnage loup, ce loup oméga qui se fait brutaliser par la meute parce qu'au fond c'est le seul capable de supporter la frustration des autres. Il n'est pas sous emprise de sa relation avec Miralles, c'est un stoïcien, un gars plutôt solide qui a été capable d'encaisser la douleur de son ami par amour pendant des années. Dog, c'est aussi celui qui apprend des gestes et des paroles d'autrui, surtout provenant de Miralles. Il apprend le savoir-être, la curiosité et enfin à prendre position quand les mots deviennent durs en face. Chien de la casse me redonne envie d'être curieux, de lire à nouveau, m'enseigne que les relations, quelles qu'elles soient, doivent être entretenues. Ce film a tout pour devenir impérissable. Malabar Forever. En 8e position, Mars Express. Même procédé que pour le précédent, sauf que cette fois, les 2 visionnages se sont passés dans une salle de cinéma, et croyez-le ou non, mais une salle pleine à chaque fois. J'ai attendu en comptant les jours sa sortie en salle, et c'est sûrement une erreur, me direz-vous, que de mettre trop d'attente sur un film. Sachez que parfois, voire souvent, je suis d'accord, mais quand l'exception arrive, mon sourire tend jusqu'à mes oreilles et mon âme est assouvie. Mars Express est l'exception culturelle française qui a la particularité d'être allée au-delà de toutes mes espérances. Je me suis délecté de chaque plan, de chaque mouvement, de chaque idée, de chaque concept visuel, de chaque voix française mixée à la perfection. Oui voilà, c'est le terme. Ce film atteint la perfection. Le dessin peut paraître simpliste, mais il n'en est rien quand l'animation, les ombres et les lumières sont réfléchies et transcendent l'image. À l'opposé, l'histoire est loin d'être simpliste, tant son réalisateur, Jérémy Perrin, qui parle très bien de son projet chez Nexus 6, a su se nourrir et digérer une orgie de références science-fictionnesques pour rendre hommage et faire œuvre originale et personnelle. En vous en racontant le moins possible et pour vous mettre l'eau à la bouche, tout se passe au 23e siècle. Aline Ruby, détective privé obstiné, et Carlos Rivera, son partenaire Android, sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une hackeuse. De retour sur Mars, une nouvelle affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis, une utopie libertarienne rendue possible par les progrès en robotique. Ils seront confrontés aux plus sombres secrets de leur cité, ses institutions corrompues, ses trafics, ses fermes cérébrales et les magouilles de toute puissante corporation. Alors, ça ne vous donne pas envie, sans déconner ? Techniquement, on pense rapidement à l'Odyssée de l'espace, Blade Runner ou encore Minority Report. Mais esthétiquement, on sent que Jérémy Perrin se rapproche des inspirations d'un Akira jusqu'au magazine Métal Hurlant où chaque petit détail est pensé et a son importance. Visuellement extrêmement riche avec des scènes d'action explosives d'intensité, c'est parfait jusqu'à sa fin et content de voir que l'animation française prend encore du galon. Maintenant, reste plus qu'à savoir si un univers peut être développé. S'il vous plaît, ça serait chouette. En 7e position, Perfect Days.
Un mot est inscrit au générique de fin. Ce mot japonais désigne la lumière du soleil qui filtre à travers les feuilles des arbres se balançant dans le vent. Il n'existe qu'une fois à ce moment-là. L'idée du changement peut m'effrayer. Cela me fait apprécier chaque petite chose, chaque petite habitude que j'ai en ce moment et que je ne veux pas perdre. Je veux juste garder ce que je considère comme parfait, mais je suis également conscient de ce que le changement peut faire et de la manière dont il peut m'amener à des jours encore plus parfaits. Si j'ai tant aimé chaque instant de ce film, c'est que je m'y suis projeté plus que nécessaire, me renvoyant constamment à la figure un quotidien fait d'une routine qui est la mienne et me rappelle pourquoi j'ai choisi de vivre de cette façon et pourquoi je devrais m'estimer heureux. Il y a quelque chose de spécial dans ce mode de vie, car il est si facile d'oublier comment apprécier la vie, mais avec l'art de l'observation, tout redevient simplement facile. Quelques jours après son visionnage, j'ai développé de nouvelles habitudes dans mon quotidien. Dès que je sors de chez moi, j'observe le ciel. Dès que je suis dans un lieu commun, j'essaye de ne pas sortir mon téléphone. Dès que je m'ennuie, je prends un livre. Beaucoup de films sont et resteront des leçons de vie de la part de ces cinéastes qui ont plus de vie que nous. Perfect Days m'apprend de ne plus m'inquiéter pour plus tard, de me concentrer sur ce que je peux faire maintenant, de contrôler ce que je peux et de moins me soucier du reste, mais savoir que le changement est inévitable. Après tout, il faut que ça change pour avoir un sens. Ce film me redonne envie de vivre au lieu d'exister, de faire chaque chose avec discipline, ardeur et enthousiasme. Quel bonheur ça serait de ne jamais considérer comment ma vie devrait être. La traduction est peut-être maladroite, mais si deux ombres font l'effort de se chevaucher, elles peuvent vraiment devenir plus sombres. Une forme qui n'est pas familière, mais qui a toujours plus de poids qu'auparavant. Perfect Days est le genre de film dont j'avais besoin quand ces derniers temps le travail me fait tourner en boucle des questions qui finissent par me peser. Où sont passés les beaux jours? Hirayama montre que la vie vaut toujours la peine, même si ce n'est que momentané, m'apprenant que les jours parfaits sont généralement des jours dont on ne se souvient pas. En 6e position, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. C'est un vent de renouveau qui s'est abattu sur le MCU, du moins jusqu'à cette 5e phase. Le premier volume fut une bonne surprise car il s'éloigne des décors de la Terre en nous faisant voyager aux confins de la galaxie. Le deuxième est incompris et sous-estimé, et ce troisième et dernier volume est la parfaite conclusion de chaque personnage. James Gunn les a compris et laisse vivre ses personnages intelligemment et nous donne à ressentir une bonne dose de satisfaction. Entre les scènes de combat lisibles avec toujours cette bande son irrésistible qui me procure des frissons, on a là la plus triste et la plus douloureuse des origines story qu'on puisse avoir dans cet univers. Et si ce volume 3 est présent dans Stop, c'est pour en conclure enfin avec ce chapitre de film de super-héros devenus obsolètes. J'ai atteint ma limite avec ceux qui sont sortis par la suite comme Ant-Man, Marvels. Je crois que je suis arrivé à saturation. Alors pour moi, c'est la plus parfaite des conclusions que de finir et de savoir Peter Quill en paix avec lui-même et que Rocket est enfin à sa place. Donc si j'ai une larme qui coule sur ma joue, c'est parce que je sais d'avance que rien ne sera aussi bien que cette saga fantastiquement démente avec des costumes, des décors et des couleurs kitsch où tout est réussi à tout niveau, mettant pour moi un parfait point final. En 5e position, Anatomie d'une chute. Je pense ne pas vouloir trop m'attarder sur celui-ci comme il paraît comme une évidence dans ce genre de vidéo. Donc oui, Justine Triet remet en question la nature de ce que nous percevons sur les couples, oui, les séquences de la salle d'audience sont électriques, oui, les dialogues sont brillamment épineux, oui, chaque performance est parfaitement calibrée, Sandra Hüller n'a jamais été meilleure, Swan Arlo est devenu une icône charismatique, et Milo Machado Graner, oui, c'est sur lui, sur sa prestation que je vais m'attarder. S'il y a un point commun qu'ont les films, c'est de proposer un point de vue. Mais les films de procès peuvent avoir la particularité d'en présenter plusieurs. Alors pendant tout mon visionnage, je me suis demandé de quel point de vue nous soumet la narration. Celui de Sandra, celui de son avocat, de l'audience, celui de Snoop ou celui de la réalisatrice. Je crois que c'est un peu de tout ça en même temps, mais je choisis de penser que le point de vue de Daniel, interprété par Milo, est celui qui m'a permis de tout ressentir, de tout absorber, l'importance des détails, la réalisation qui domine toute la dramaturgie de la mise en scène. C'est bien Daniel qui donne le doute, qui donne le ton au rythme du piano, qui donne envie de tout remettre en cause, qui donne envie de chialer lors de cette dernière scène, si ce n'est la meilleure scène de 2023 lorsqu'il évoque une dernière fois son père qui parle de lui au travers de leur chien. Cette scène où l'on entend la voix de Daniel sur les lèvres de son père, c'est là que réside toute la beauté du film. C'est pour ça que j'ai attendu 2 heures. C'était avant de découvrir à quel point la relation entre la mère et son fils est une relation à laquelle il faut prêter le plus d'attention dans l'histoire. Milo, tu peux aller chercher ton César, car tu l'as amplement mérité. En 4e position, Babylone. Au début j'étais sceptique, car je ne savais pas vraiment quelle direction Damien Chazelle allait suivre. Force est de constater qu'il a pris le bon chemin, enfin je crois. C'est un cinéaste qui aime profondément le 7e art et qui s'est mis à fond pour parler d'un truc qu'il adore, le cinéma. Et puis des sujets tels que l'ascension et la chute, le racisme, l'apparence plutôt que la réalité et l'exploration de sa propre existence. Chazelle parle d'un temps qu'il n'a pas vraiment connu, pourtant c'est comme s'il rapportait avec lui des archives, des récits et retrace une partie importante de l'histoire du cinéma. Le jeune Manny Torres arrive à Hollywood en tant que fils d'immigrés et voit des gens changer le monde avec de la pellicule. Pendant ce temps, l'actrice Nelly Laroy tente également de prendre pied à Hollywood avec les prochains films parlants. Mais si le développement artistique ne se fait que progressivement, ce sont surtout la drogue, le sexe et les fêtes qui envahissent la Californie.
En fin de compte, Babylone n'est que satire, loin de vouloir attirer les faveurs d'Hollywood, et Chazelle était certainement conscient qu'il créerait une référence contemporaine incomprise, car il peut montrer un côté sombre d'une industrie apparemment constituée de pure brillance où il s'agit d'exister, jamais d'être. Et c'est pourquoi je trouve le film incroyablement honnête et rend compte de la lutte de pouvoir acharnée entre les uns et les autres, dans laquelle aucune moralité ni solidarité ne peuvent avoir lieu. Chazelle a su éveiller et donner sens à tout ce que je voyais et remanie le sens d'un grand classique du cinéma, à savoir Singing in the Rain. J'ai mis du temps pour me remettre de toutes ces explosions, de toute cette combinaison qui a fait que je me suis retrouvé dans le même état émotionnel que Manny devant cet écran, voyant ce que le cinéma a déjà offert et ce qu'il aura encore à offrir pendant 100 ans. J'ai été époustouflé, c'était chaotique et magnifique en même temps. Chazelle dédie une lettre d'amour au cinéma. Et les films qui parlent de films sont sûrement les meilleurs quand on aime le cinéma. En troisième position, Spider-Man Across the Spider-Verse. Tout est signifiant, tout est percutant. Au moment où je pensais qu'il n'y avait aucun moyen que ça puisse surpasser le premier, les réalisateurs me démontrent le contraire. On pourrait décortiquer chaque plan, car il y a 1000 idées à la seconde. 3 visionnages ont été nécessaires pour bien digérer le travail colossal projeté sur toile pour comprendre à quel moment mon Spider-Sense se développe et pourquoi, dès que je le revoyais, je revenais à quelque chose de fondamental. Et je crois savoir pourquoi maintenant, et c'est un peu tout le thème de ce corpus de films, je cherche encore ma place. Je sais maintenant pourquoi Spider-Man est l'un des héros les plus appréciés, c'est qu'il nous ressemble. J'ai passé le stade de l'adolescence depuis un moment, du moins je l'espère, mais c'est sans arrêt que ce joyau de l'animation me rappelle les choix importants à venir, le changement perpétuel et inévitable. Être Spider-Man est un sacrifice, et les choses les plus essentielles doivent être préservées. Et maintenant, pourquoi m'emmerder à regarder d'autres films de super-héros tant les autres vont m'apparaître superficiels à côté de celui-ci? Je suis littéralement captivé par ces personnages, aspirant à vivre à leur côté pour l'éternité. Chaque film devrait s'étendre sur 1000 ans, prolongeant ce cocktail de couleurs, cette explosion de dynamisme et ces effets visuels, sonores et musicaux. Je reste béat et me sens tout petit devant une œuvre d'une telle envergure, destinée à marquer son époque et à devenir l'une des plus marquantes. J'ai été impressionné par tous les formats d'animation utilisés et très surpris par la maturité de son récit. Si un personnage et ses protagonistes doivent évoluer au cours de l'intrigue, qu'ils doivent devenir une version opposée à celle du début, pourquoi est-ce que nous, spectateurs et cinéphiles aguerris que nous sommes, ne devrions-nous pas ressentir la même chose en nous levant de notre fauteuil? Across the Spider-Verse a changé une chose fondamentale en moi, me faisant davantage mûrir sur la perception que j'ai de moi et des relations qui m'entourent. À chaque conclusion, il me fait grandir un peu plus et me fait sentir responsable. J'attends, bien patiemment, en me disant que la suite peut bien mettre le temps qu'elle veut pour parvenir en salle. Si elle doit parvenir à ce haut degré de perfection, alors j'attendrai. En deuxième position, The Fabelmans. Le nouveau film de Spielberg sur lequel mon objectivité n'existera pas. Ce n'est pas une grande surprise pour certains si je dis que Spielberg est l'un de mes cinéastes préférés all-time. Donc la neutralité, je connais pas. Spielberg est une personne fascinante, dotée d'un talent immense et le sera toujours, point barre. Tout le casting est formidable, le storytelling reste fascinant et bien évidemment que tout cinéphile commence sur la même ligne de départ, suivi de chance, d'obstination et de persévérance pour prouver que rien de tout ça n'est un hobby. Alors oui, je prends ce film comme référence à une partie de ma vie, moi qui essaye de devenir monteur cinéma. Il est arrivé quelque chose de très précis qui n'arrive pas souvent. Dès la première scène, j'ai su que j'allais voir du cinéma. Ça peut paraître prétentieux, mais c'est le cas. Avec sa famille, ses amis et parfois nous, le public, on ressent quelquefois que ce jeune garçon a un don de réalisation, que ses yeux brillent quand il parle de caméra, et malgré les doutes et les angoisses, il est sûr de la direction à suivre. Ça parle avec fluidité des relations familiales, de ses parents, de ses sœurs, et que lorsque tout peut aller de travers, il peut se réfugier dans ce qu'il sait faire de mieux et se sentir pendant un instant bien dans sa peau. Cette scène où il projette le film de l'après-midi à la plage dans son collège, et lorsque celui qui le tyrannise prend conscience d'avoir été filmé et de renvoyer une image d'une personne qui est loin d'être lui, qu'il prendrait presque peur, c'est bien à cet instant précis que j'ai pris conscience à mon tour de la puissance des images, ce qu'elles peuvent raconter avec un bon montage et une bonne musique pour accompagner le tout. Et tonton Spielberg arrive une nouvelle fois à nous donner une leçon de mise en scène et une leçon de vie, parfois édulcorée, mais que voulez-vous, ça a du charme. C'est un film qui déborde de passion. Je le voyais comme si quelque part, je l'avais déjà vu, connaissant les mécanismes, les mouvements de caméra que ferait Spielberg. L'idée de la nécessité de contrôler la réalité est belle. L'art est et restera une obsession. The Fabelmans est un conte enchanteur, rayonnant, inspirant, fabuleux, touche à la sensibilité de l'art, unit le fantastique et la réalité, ignore la vie réelle pour créer davantage de vie sous forme de petits films, mettant en scène son âme, sa passion, sa vie. Et que demander de plus qu'un film sur Spielberg, réalisé par Spielberg? C'est une idée géniale avec une réalisation lumineuse. Quoi qu'il en soit, cette review ne rend pas justice à tout ce que j'ai bien pu ressentir. Je me retrouve très inspiré et mes pensées sont des plans et des images qu'il faudrait filmer. En première position, comment je prends connaissance que ce film existe et que pour telle raison je suis fortement animé par l'envie de le voir? Ben je ne sais plus. Non, je ne sais plus.
Aftersun est un drame américano-britannique, le premier film réalisé par Charlotte Wells, mettant en scène Paul Mescal et Frankie Corio. Le film nous raconte les souvenirs de Sophie revenant sur la joie partagée et la mélancolie privée des vacances qu'elle passe avec son père 20 ans plus tôt. Des souvenirs réels et imaginaires comblent les lacunes entre les images d'un vieux caméscope alors qu'elle tente de réconcilier le père qu'elle a connu avec l'homme qu'elle n'a jamais connu. Fin janvier 2023, je suis au festival Premier Plan d'Angers. Ma mère me laisse et me confie l'organisation de ce que nous allons voir pendant 3 jours. Alors comment je prends connaissance que ce film existe ? Grâce à la programmation de ce festival. Par une seule image et le fait qu'il soit produit par A24 me donne l'envie irrésistible d'être l'un des premiers spectateurs de ce film qui à mes yeux est devenu un chef-d'œuvre immuable. Ce film émet tellement de symboles tout du long qu'il m'a donné à réfléchir. Au début, ça ressemble à des vacances innocentes père-fille, mais la mère n'est pas là. Le père lui dit toujours qu'il l'aime, et je pense qu'il s'aime toujours. Il est visiblement brisé. Presque chaque photo de lui seul est prise dans le reflet d'une table, d'un téléviseur, d'un miroir. Ça montre à quel point il est déconnecté de lui-même. Il est clair qu'il se soucie de sa fille, Sophie, et veut seulement lui donner l'enfance qu'il n'a jamais eue, et ne veut pas qu'elle devienne comme lui, facilement tendance à la dépression. Sophie est heureuse mais n'a pas non plus eu une belle enfance grâce à lui. Elle est obligée de mûrir plus vite qu'elle ne devrait car elle se soucie de rendre son père heureux à son tour. C'est très intimiste, ça regorge de spontanéité et sent le parfum de la crème solaire mélangée au dernier jour de vacances qui nous enivre, qui nous apprend le dur témoignage d'un père et sa fille qui se sont perdus de vue au fil des années. Paul Mescal est génial et Frankie Corio est une révélation. La séquence Under Pressure est de loin ma préférée car elle a su briser ma carapace de fragile pour venir appuyer là où ça fait mal. La conversation qu'ils ont avant de chanter un bon anniversaire m'a détruit. Celle qui en parle le mieux, c'est Sophia dans cette vidéo dédiée à ce film, que je vous recommande d'aller voir si Aftersun fait partie de votre top 2023. Je n'oublierai jamais cette expérience. Je ne peux même pas définir ce que j'ai ressenti avec ce film les fois où je l'ai vu. C'est la représentation d'un sentiment si fort que l'amour est évident dans chaque détail de ses plans. Et c'est ainsi que se referme ce chapitre. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, et merci d'avoir suivi cette rétrospective des films qui m'ont marqué en 2023, que ce soit dans les moments de joie, d'inspiration ou de pur divertissement. L'année à venir promet de nouvelles aventures, en espérant que je tienne ma résolution de faire plus de vidéos, mais pas de pression. N'oublie pas de partager, de commenter, et écrivez-moi votre top de l'année, je suis curieux de savoir si on partage les mêmes. Et surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma pour remonter les stats ou battre votre record. À bientôt.